Ce n'est pas seulement un musée, un haut lieu de culture avec sa pyramide, joyau tant décrié, tant admiré. C'est un corps, le corps de la France, l'âme d'un pays qui se déploie en plein centre de Paris, avec autorité et grandeur. Unique, imposant, tentaculaire, le palais du Louvre s'étend sur des kilomètres de façades majestueuses, de couloirs et d'entrailles. 20 hectares de pierres et de jardins imprégnés de tragédie et d'héroïsme. Car avant d'être un musée, le plus grand du monde, le Louvre a connu un destin chaotique et violent. Il a vécu de nombreuses métamorphoses. D'abord forteresse médiévale, puis résidence royale et ensuite palais du peuple. Son histoire se confond avec celle de la France. La guerre a frappé à ses portes. Les révoltes, les soulèvements ont failli l'emporter, le détruire. Il a été le témoin de complots et d'assassinats. Il a accueilli dans son ventre souverains et soldats, courtisans et courtisanes, artistes et ministres. L'aventure du Louvre commence il y a près de 1000 ans, dans la pénombre du Moyen-Âge, à la fin du XIIe siècle, sous le règne du roi Philippe Auguste. Paris s'étend désormais bien au-delà de l'île de la Cité, mais la ville est sans défense. En 1190, à la veille de son départ pour les croisades, Philippe Auguste ordonne de protéger la capitale du royaume en l'entourant d'un mur parfait, muni de bonnes tours et de portes. Le duché de Normandie appartient à la couronne d'Angleterre, donc le danger est à proximité. Et Philippe Auguste va décider de fortifier Paris pour protéger tout simplement les habitants d'une hypothétique incursion anglaise. Les autorités royales vont imaginer renforcer la ville en construisant à l'ouest, donc du côté d'où le danger est censé venir, une fortification à l'extérieur des murs de la ville, qui est donc vraiment une protection extérieure à la cité. Et cette fortification, c'est le premier château du Louvre. Philippe Auguste fait donc bâtir une forteresse assez simple, puisque c'est la caractéristique majeure de ces châteaux donc dits philippiens. C'est un quadrilatère très simple, très fermé du côté ouest et nord, parce que c'est le côté sur lequel on donne sur le monde extérieur, et puis ouvert par des portes sur les côtés sud et est, puisque là, on donne sur la ville de Paris. Au milieu du quadrilatère, un donjon domine l'ensemble du bâtiment. On l'appelle la grosse tour du Louvre. C'est l'ultime refuge du roi. On y cache le trésor royal et les archives les plus précieuses. Mais c'est aussi un cachot qui étouffe lentement ses prisonniers de marque, tel le comte Ferrand de Flandre, le grand vaincu de la bataille de Bouvines en 1214. Il faut imaginer la ville médiévale comme un lieu de signaux verticaux, de tours qui sont les tours des églises ou les tours des donjons, qui sont en rivalité les uns avec les autres. C'est l'évêque et le roi qui se font concurrence. Et donc le grand donjon du Louvre est une très puissante construction, très haute, qui domine la ville. Le palais, c'est-à-dire la résidence principale, reste encore et toujours à ce moment-là le palais de la Cité, mais après la mort de Philippe Auguste, on voit que le Louvre, si vous voulez, rentre en concurrence peu à peu avec le palais de la Cité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le Louvre est beaucoup plus facile à utiliser pour le roi, alors que le palais de la Cité, pendant ce temps, le vrai palais royal, j'allais dire, est envahi par les propres administrations du roi qui, au fond, se trouvent un peu expulsées de chez lui à cause de cette accroissement de l'administration. C'est pas d'aujourd'hui que l'administration est jugée pléthorique, à l'époque aussi, et du coup le roi se trouve au fond plus à son aise, un peu plus loin dans cette forteresse, en plus qui donnait sur des jardins, qui donnait sur de la verdure, donc où il était peut-être aussi dans des conditions de séjour plus agréables.
Il subsiste très peu de vestiges de ce Louvre médiéval. Dans les années 1980, sous la cour carrée, l'impressionnante base de la grosse tour et ses fossés ont été dégagés. La salle Saint-Louis, elle, avait été découverte dès la fin du XIXe siècle. L'expansion urbaine de Paris provoque la première grande métamorphose du Louvre. Trop à l'étroit à l'intérieur de l'enceinte créée par Philippe Auguste, la ville déborde largement au-delà. En 1364, le roi Charles V termine la construction d'un nouveau mur d'enceinte pour Paris, censé protéger cette fois-ci les nouveaux faubourgs. Le Louvre se retrouve intramuros et perd désormais son rôle défensif. Charles V décide alors de transformer la forteresse en véritable résidence royale. L'architecte Raymond du Temple est chargé de cet embellissement. Il multiplie les tourelles et les surfaces habitables, crée des jardins, perce de nombreuses fenêtres et fait entrer la lumière à flot. Raymond du Temple, c'est un architecte qui est vraiment proche du roi. Il construit pour le roi tous les grands bâtiments voulus par celui-ci. Et il est tellement proche du roi que celui-ci, par exemple, va accepter d'être le parrain d'un des enfants de l'architecte. C'est-à-dire que désormais, on voit dans les architectes, au fond, sur le modèle de l'Antiquité, des gens importants, des génies même dans leur domaine, qu'il faut honorer, peut-être pas au niveau des rois, mais enfin, pas trop loin. Peu à peu, l'austère citadelle se transfigure en château féerique de la Belle au bois dormant, comme on peut le voir dans cette enluminure des riches heures du duc de Berry. On connaît les aménagements que le roi ordonne dans ce que l'on va appeler à partir de ce moment-là la tour de la librairie. Il y fait installer donc la bibliothèque royale sur plusieurs niveaux. On sait que les murs étaient totalement couverts de boiseries, à l'intérieur desquels se trouvaient des placards où on conservait les livres. Le principal conseiller de Charles V se nomme Thomas de Pisan. C'est un savant italien, médecin et astrologue, qui a accepté de quitter l'université de Bologne pour le royaume de France. Sa fille, Christine, future poétesse, vante le grand amour du roi pour l'étude et les sciences. Souvent, il lit, ou se fait lire jusqu'à l'heure du souper diverses belles histoires. Celles de la Sainte Écriture, les actions des Romains, les moralités des philosophes, ou d'autres livres des sciences. Charles V a été surnommé par la postérité le sage, et le sage au Moyen-Âge, ça veut dire à la fois effectivement le sage et le savant. Il accumule une série de trésors bibliophiliques, si je puis dire, avant l'heure, donc des livres très précieux. Il lit des traités d'Aristote et il commande des traités sur la nature de la politique. Donc on voit très bien que c'est pas seulement une bibliothèque de plaisir, même s'il y a des livres aussi très beaux, bien enluminés, mais c'est aussi une bibliothèque de réflexion pour un roi qui se veut vraiment un monarque en quelque sorte éclairé avant l'heure. En France, le XIVe siècle est celui de tous les fléaux. Hiver rigoureux, famine, épidémie de peste noire, guerre ouverte encore et toujours contre les Anglais. Les jacqueries et les insurrections se succèdent et ébranlent la monarchie. Paris aussi bouillonne de colère. En 1358, Étienne Marcel, le prévôt des marchands, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du maire de Paris actuel, au fond, avait mené une révolte, il faut bien le dire comme c'est, contre la royauté. Et le roi avait été quand même agressé dans son palais de la Cité par les émeutiers parisiens. Il en avait évidemment gardé un très mauvais souvenir. Et dans ce palais de la Cité qui était vieilli, pas très bien fortifié, il ne se sentait pas du tout en sécurité. Du coup, le Louvre lui offrait l'avantage d'avoir à la fois un contexte militaire plus sûr et du coup, le développement également d'une résidence plus agréable, plus à son goût.
C'est la guerre de 100 ans. Un long crépuscule commence. Après la mort de Charles V, son fils Charles VI sombre dans la folie. Le pays est à terre. En 1420, les Anglais occupent Paris. Ils trouvent dans les rues une population morte de faim. L'armée anglaise installe ses quartiers dans un Louvre déserté et fantomatique. Après le retrait des Anglais, le Louvre n'est plus que l'ombre de lui-même. Pendant tout le XVe siècle, les rois tournent le dos au Louvre et préfèrent résider dans les châteaux du Berry et des bords de Loire. C'est avec François Ier et son retour dans la capitale que tout va changer. En 1527, il y a un véritable tournant dans l'histoire du Louvre, puisque François Ier règne depuis 1515 et jusqu'alors, comme ses prédécesseurs, il a surtout résidé dans le Val-de-Loire. Il y a un événement politique qui change complètement la donne, c'est la défaite de Pavie en 1525. Donc Pavie en Italie, François Ier est fait prisonnier par son grand adversaire, l'empereur Charles Quint, et il va passer à peu près 1 an de captivité à Madrid. À son retour, il veut reprendre en main son royaume, et en particulier justement le Parlement de Paris et la faculté de théologie qui, pendant sa captivité, ont fait preuve de pas mal d'autonomie, dirions-nous. Et en 1528, il explique donc qu'il entend faire de Paris sa principale résidence et qu'au sein de Paris, sa principale résidence doit être le Louvre. Dans un premier temps, il ne fait pas beaucoup de travaux. Il se contente d'un geste qui est très symbolique. Il fait abattre le donjon du Louvre. Et c'est une sorte de rupture symbolique profondément culturelle, supprimer un donjon pour construire un palais à l'italienne autour d'une cour. Donc le Louvre, à partir de ce moment-là, va muter complètement. Ce ne sera absolument plus le même bâtiment. Et du coup, il devient un palais urbain. Ce n'est plus un château, c'est un palais. C'est assez amusant parce que tout en le détruisant, il détruit donc la tour maîtresse, le donjon, mais il n'a pas détruit le symbole, puisque jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, on disait que les vassaux du roi, c'est-à-dire les grands seigneurs, les grands princes du royaume, relevaient de la tour du Louvre. Ils rendaient hommage très concrètement en prétendant de manière fictive qu'il rendait hommage à la grosse tour du Louvre. François Ier poursuit la rénovation du château. Il veut arracher le Louvre de l'obscurité en y donnant de somptueuses fêtes. En 1546, il commande à l'architecte Pierre Lescot, un génie de la Renaissance, un grand corps d'hôtel et des salles d'apparat. Cette reconstruction va commencer donc par l'aile ouest, celle où se trouvent les grandes salles de réception. Mais à la mort du roi François Ier, presque rien n'est fait. Lescot a abattu cette aile ouest et il a bâti une partie du rez-de-chaussée et c'est tout. Et Henri II poursuit dans un premier temps le projet de son père, donc c'est lui qui va achever cette aile ouest et pour lui, on va créer un décor absolument extraordinaire sur la façade qui en fait est une sorte de portrait du souverain idéal et donc évidemment de Henri II qui répond à cette idée que l'on se fait du souverain idéal. C'est la naissance du Louvre actuel, une œuvre de longue haleine, tout à la gloire du roi, menée par Pierre Lescot et un autre homme qui comptera beaucoup dans cette aventure architecturale, le sculpteur Jean Goujon. L'aile Lescot, quand elle est terminée, elle est l'une des premières grandes interventions Renaissance à Paris et dans les territoires de l'Île-de-France. Henri II va très très vite ordonner d'autres travaux de construction dans l'enceinte du Louvre, puisqu'il ordonne la démolition de l'aile sud du Louvre médiéval, qu'on va remplacer par un nouveau logis. À la jonction entre l'aile sud et l'aile ouest, on va aménager le pavillon du roi. On aménage une galerie qu'on va appeler la Petite Galerie, qui dans un premier temps est vraisemblablement un simple rez-de-chaussée, qui part donc depuis la zone du pavillon du roi en direction de la Seine. En 1559, le roi Henri II meurt dans un tournoi à Paris. Peu après, sa veuve, la reine-mère Catherine de Médicis, incommodée par le bruit incessant des travaux du Louvre et l'odeur nauséabonde des abattoirs tout proches, décide de se faire construire son propre palais sur les terrains voisins d'une ancienne tuilerie. Philibert Delorme en sera l'architecte.
c'est le grand rival de Pierre Lescot. Le château des Tuileries est construit à l'extérieur de l'enceinte de Charles V et peut donc bénéficier de grands espaces d'agrément. Dès cette époque, le jardin des Tuileries possède quasiment ses dimensions actuelles et devient la grande attraction pour les Parisiens. La reine, Catherine de Médicis, a même commandé à l'un des plus grands artistes de l'époque, le céramiste Bernard Palissy, une véritable grotte en terre cuite, aujourd'hui disparue. Une grotte décorée de plantes et d'animaux émaillés et moulés à partir de modèles vivants. Palissy a travaillé aux Tuileries et nous avons beaucoup de chance puisqu'il a dû quitter très probablement son atelier assez rapidement dans le contexte difficile de la Saint-Barthélemy ou de ses suites. Puisqu'il était protestant, hein. Et donc il a abandonné quasiment son atelier tel quel, et ensuite cet atelier a été remblayé et on a oublié son existence. Et c'est seulement peu à peu qu'on a retrouvé des vestiges de Bernard Palissy. Tout d'abord au XIXe siècle, lorsqu'on a achevé le Louvre, au cours de travaux, donc pour faire des fondations, on a découvert un four dans lequel Bernard Palissy avait stocké un très grand nombre de moules de son atelier. Donc on a comme ça toute une série d'objets et de fragments qui permettent de reconstituer son activité, ce qui est absolument exceptionnel pour un artiste de la Renaissance. Initialement de grande ampleur, le chantier du palais des Tuileries va tourner court. À partir de 1562, les guerres de religion entre catholiques et protestants font rage et endeuillent le pays tout entier. En 1572, le Louvre sombre dans la violence. Il devient le théâtre du plus sanglant épisode de ces guerres de religion. Le 24 août, c'est dans ces murs qu'éclate le massacre de la Saint-Barthélemy. Dans les milieux artistiques et culturels, le protestantisme s'est beaucoup développé. Et il est protégé par le roi contre la puissance de l'Église. Donc ils ont tendance à se grouper plutôt près du Louvre que loin. Catherine de Médicis a voulu œuvrer à une forme de réconciliation entre catholiques et protestants. Et pour cela, elle a organisé un mariage entre, disons, l'un des chefs vraiment du parti protestant, qui est le jeune roi Henri de Navarre, et sa fille, donc Marguerite de Valois, la célèbre reine Margot, qui, elle, évidemment, est catholique. Et donc, à l'occasion de ce mariage, tout le monde se réunit dans la capitale. Et selon le mot d'un historien, ce mariage est un véritable feu d'artifice dans une poudrière, parce que, en fait, ces deux clans qui se réunissent sont encore marqués par des antagonismes très forts. Et donc, il suffit d'un incident pour que tout s'enflamme. Moins d'une semaine après le mariage, célébré au Louvre même, l'amiral de Coligny, grand leader protestant de l'époque, échappe à une tentative d'assassinat à la sortie du palais. On ignore aujourd'hui encore qui étaient les véritables commanditaires de l'attentat. Mais le roi Charles IX décide d'éliminer les principaux chefs de guerre protestants hébergés au Louvre pour le mariage. Parmi les rares témoignages de cette nuit terrible du 24 août figure celui de Marguerite de Valois, la sœur du roi et la jeune épouse du protestant Henri de Navarre. Dans ses mémoires, des années plus tard, elle écrira « Le soir, étant au coucher de la reine, ma mère, assise sur un coffre auprès de ma sœur de Lorraine, que je voyais fort triste, la reine m'aperçut et me dit que je m'en allasse coucher. Comme je faisais la révérence, ma sœur, se prenant à pleurer, me dit « Mon Dieu, ma sœur, n'y allez pas », ce qui m'effraya extrêmement. La reine se courrouça fort et lui défendit de me rien dire. « Cessez !» La tuerie commence dans la cour carrée et déborde bientôt dans Paris, échappant à tout contrôle.
guerre de religion entraîne la chute des Valois et l'arrivée de la dynastie des Bourbons. En 1589, Henri de Navarre monte sur le trône sous le nom de Henri IV. Il met fin aux guerres de religion et pacifie le pays. À Paris, il lance des grands travaux et entame une transformation spectaculaire du Palais du Louvre. Un projet très ambitieux, un projet architectural unique qu'on appelle le Grand Dessein. Le quadruplement de la cour du Louvre, l'achèvement des Tuileries et la réunion des deux édifices en un seul palais. La petite galerie sera surélevée d'un étage à l'époque d'Henri IV. Henri IV y aménagera ce qu'on appellera la galerie du roi, là où se trouve aujourd'hui la galerie d'Apollon. Et puis Henri IV ordonne l'achèvement de la partie méridionale du palais des Tuileries, c'est-à-dire qu'on va prolonger le bâtiment inachevé pratiquement jusqu'au bord de la Seine, en construisant le pavillon de Flore. Et entre le pavillon de Flore, qui fait partie historiquement du palais des Tuileries, et la petite galerie, eh bien, on va tracer une très très longue aile qui fait pas loin de 500 mètres de longueur et qui va devenir la galerie du bord de l'eau, qui est aujourd'hui, qui correspond à la Grande Galerie. Cette galerie du bord de l'eau, elle a une fonction essentielle qui est de relier tout bêtement le bâtiment du Louvre au palais des Tuileries. Alors évidemment, la question, c'est que faire à l'intérieur de ces 460 mètres. Et au fond, là, on va utiliser la Grande Galerie pour répondre à de multiples questions. Une de ces questions, c'est le service des écuries, qui va être placé dans les parties basses de toute la moitié ouest. Une autre de ces questions, c'est le fait d'héberger des artistes. Les artistes répondent toujours à des commandes. Et donc, évidemment, les commanditaires les plus prestigieux sont les souverains. Et les souverains, par ailleurs, sont désireux d'utiliser l'art à des fins de mise en scène de leur propre autorité ou de messages politiques. Donc, sous la Grande Galerie, dans la partie Est, il va créer à peu près 25 logements d'artistes. C'est la raison pour laquelle il y a une intrication très forte entre les artistes et le Louvre. Au rez-de-chaussée de la Grande Galerie, Henri IV installe sa collection d'antiques, première ébauche du futur musée. À l'étage, le roi promène ses chiens, il discute des affaires publiques. 4 à 5 fois par an, son pouvoir divin s'exerce à travers la cérémonie des écrouelles, censée guérir les scrofuleux par simple apposition des mains royales. L'endroit sert aussi d'aire de jeu au fils d'Henri IV, le futur Louis XIII. On lui organise des chasses aux renards. C'est un espace où il va se promener lorsqu'il pleut et que donc on ne peut pas le faire sortir dehors. On sait aussi qu'on le promène parfois dans une sorte de petite charrette à l'intérieur de la Grande Galerie. Donc vous voyez qu'on n'a pas le sentiment que la Grande Galerie est un espace entièrement intérieur. Et le comble peut-être, c'est le moment où donc un ambassadeur offre un dromadaire au roi de France. Et donc on va monter le dromadaire dans la Grande Galerie pour que Louis XIII puisse le découvrir à l'intérieur de la galerie. Cette construction monumentale de prestige, mais c'est surtout un corridor de sécurité. Le grand dessein d'Henri IV, c'est de pouvoir échapper aux émeutes en quittant son palais du Louvre, qui est intramuros, puisque la muraille passe un peu au-delà, pour aller rejoindre le palais des Tuileries, qui lui est en dehors de Paris à l'époque. Et il fait construire cette galerie qui traverse le rempart et qui va jusqu'aux Tuileries, qui lui permet de sortir de Paris sans que personne ne sache qu'il est sorti. Si Henri IV tient tant à s'éclipser quand il le souhaite, c'est que sa proximité avec le peuple est très grande, trop grande. Pour entrer dans la cour carrée, il n'y a pratiquement pas de contrôle effectué par la garnison. Certains visiteurs étrangers s'étonnent et s'inquiètent de cette promiscuité entre le roi et ses sujets. Vivre dans un palais n'empêchait pas de vivre avec les autres. Aujourd'hui, le plus petit propriétaire d'appartement se sent déjà mieux que l'homme de la rue parce qu'il a un digicode. Ce système-là est inconcevable dans le monde médiéval et moderne. L'accès au palais
n'est pas réglementé de façon très stricte. Il faut, pour aller se promener dans les jardins royaux, avoir une épée. C'est plutôt une allure de privilège pour avoir l'air d'un monsieur. On loue une épée à l'entrée. Si on n'en a pas, c'est la solution. C'est-à-dire que vraiment, ça n'a pas beaucoup d'importance. On se voit assez facilement. La mort a des rigueurs à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre est sujet à ses lois. Et la garde qui veille aux barrières du Louvre n'en défend point nos rois. François de Malherbe voyait juste. Entre insalubrité et promiscuité, Paris est un coupe-gorge. Le 14 mai 1610, Henri IV meurt poignardé par un catholique fanatique rue de la Ferronnerie, à 2 pas du palais. Le Louvre n'arrive pas à panser ses plaies, celles des guerres de religion. Henri IV vient d'être frappé à mort par Ravaillac, donc on le ramène au Louvre dans son carrosse. On ne sait pas très bien en fait s'il est vivant ou déjà mort au moment où il entre dans la cour du Louvre. Et ensuite va se mettre en place un cérémonial très long, puisque les funérailles du roi de France durent quasiment une 40aine de jours. Et donc tout ce cérémonial va prendre place au Louvre et va exiger d'abord la petite chambre à coucher particulière d'Henri IV. C'est là qu'on va faire les soins du corps et l'embaumement, puisque l'embaumement est très rapide. Ensuite, on va mobiliser la grande chambre de parade, qui est en fait un espace de réception où il y a un lit, mais où le roi ne dort quasiment jamais. Et là, on va placer une effigie, donc une statue en cire du roi qui va se substituer à lui. Tout autour, il va y avoir un aménagement spécial pour dire des messes. Plusieurs centaines de messes sont dites par jour au Louvre à la mémoire du roi. Et puis, 3e étape, on va descendre la bière et l'effigie dans la salle des Cariatides, donc dans la grande salle de bal du château de la Renaissance, où là, le roi va recevoir des visites de tous les corps constitués, exactement comme s'il était encore vivant. On va même d'ailleurs continuer à lui apporter des repas. Et c'est seulement donc à l'issue de toutes ces étapes que la procession funéraire va commencer et que le corps du roi va être transporté à Saint-Denis. Malgré la disparition brutale d'Henri IV, son grand dessin va lui survivre. Il va devenir le fil rouge de toute l'histoire architecturale du Louvre. Révoltes et assassinats, révolutions et contre-révolutions en retarderont la réalisation. Mais jusqu'au milieu du XIXe siècle, tous les souverains et tous les régimes qui vont se succéder en France auront pour obsession de réussir à parachever ce grand dessin. À la mort d'Henri IV, son fils Louis XIII n'a que 8 ans. Sa mère, Marie de Médicis, assure la régence. Considérant son fils comme trop faible de corps et d'esprit, elle s'accroche au pouvoir dans un climat de règlement de comptes et d'intrigues de palais. Mais Louis XIII est impatient de régner. À 16 ans à peine, il s'impose par la force. Et le 24 avril 1617, une nouvelle tragédie secoue le Louvre. Le moment où Louis XIII va s'affirmer face à sa mère, face à Marie de Médicis, c'est par un assassinat qui a lieu sur le pont-levis du Louvre, lorsque le roi ordonne la mise à mort de Concini, qui était le favori de sa mère. Et la petite histoire raconte que Louis XIII, tout content de la réussite de l'entreprise, serait monté sur une table en gesticulant et en disant « Je suis enfin devenu roi ». Louis XIII est le premier à entreprendre la partie difficile du grand dessin, c'est-à-dire le quadruplement de la cour du Louvre. C'était très compliqué à envisager parce que là, il fallait acheter énormément de maisons et également de grands hôtels dans la ville. Et c'est Louis XIII qui lance quand même cette opération en faisant faire l'aile ouest et en tranchant un problème très important. Parce qu'il est clair qu'à la Renaissance, on n'avait pas imaginé de faire cette grande cour. Donc la façade construite par Pierre Lescot, que tout le monde trouvait extraordinaire, elle était conçue pour une cour relativement petite. Comment intégrer cette façade dans un ensemble beaucoup plus vaste ?
Alors l'idée la plus simple, eh bien, c'était de dupliquer la façade, donc de doubler en longueur chacun des côtés de la cour. Mais la question restait ouverte de ce qui devait se passer au centre, entre ces deux façades, l'ancienne et la nouvelle qu'on avait copiée. Et ce sont donc les architectes de Louis XIII, et en particulier Jacques Lemercier, qui vont imaginer de créer entre ces deux façades un grand pavillon très en hauteur, avec une toiture en dôme, et ils vont créer un véritable type architectural du palais royal qui va avoir ensuite un impact colossal dans l'architecture française. D'un certain point de vue, on peut se demander si ce grand pavillon ne fonctionne pas un peu comme le substitut du donjon disparu du Louvre médiéval. Le Louvre est alors le point de ralliement des mousquetaires, un corps d'armée créé en 1622 par Louis XIII. Le panache de ces cavaliers champions d'escrime et chargés des missions les plus dangereuses va longtemps nourrir la légende du Louvre, alimentée par la littérature, le théâtre et le cinéma. Les romans de Cap et d'Épée d'Alexandre Dumas notamment ont immortalisé leurs aventures. Après la mort de Louis XIII, la France est de nouveau ébranlée pendant 5 longues années par ce que l'on a appelé la Fronde, celle d'une partie de la noblesse qui refuse de se plier au pouvoir central. Louis XIV n'est encore qu'un enfant et sa mère, Anne d'Autriche, assure la régence avec le cardinal Mazarin. À plusieurs reprises, la reine et son fils doivent quitter précipitamment le Louvre et Paris. Secouée par les troubles, la capitale est également accablée par le froid et la misère. Le chantier du palais du Louvre est arrêté. Mais la paix est restaurée enfin. Le jeune roi est de retour au Louvre et sous l'influence grandissante de l'un de ses ministres, Colbert, il ordonne la reprise des travaux. Pour Colbert, le Louvre est le symbole de la monarchie et il doit être à la hauteur de ce pouvoir absolu. Colbert commence par faire aménager, au rez-de-chaussée de la petite galerie, des appartements d'été pour la reine-mère, Anne d'Autriche. L'artiste baroque italien Giovanni Romanelli y peint un spectaculaire ensemble de fresques, encore visible aujourd'hui. Au-dessus des appartements faits pour la reine-mère, eh bien, on va créer la galerie d'Apollon. C'est un fait divers qui entraîne un peu la création de cette galerie, puisqu'il y avait une galerie à cet endroit depuis le règne d'Henri IV, mais un incendie en février 1661 détruit l'ensemble du décor. Et donc, un nouveau décor va être entrepris, et c'est un décor qui est très significatif, puisque c'est l'une des premières fois que Louis XIV est vraiment associé à la thématique du soleil. Cette cosmogonie solaire reflète l'idéal de grandeur qui habite Louis XIV. Même redessiné, réaménagé, le vieux Louvre ne lui suffit plus. Le palais doit rayonner de son absolutisme. Tel Hercule, nulle puissance ne peut lui être égalée. L'architecte du roi, Louis le Vau, est donc chargé de démolir les restes du Louvre médiéval et de terminer la cour carrée. Pendant les travaux, Louis XIV s'installe dans un palais des Tuileries entièrement transformé, toujours par le très inspiré Louis le Vau. Avec ses 2 ailes doublées en largeur, les Tuileries prennent leur allure définitive.
les jardins sont intégralement remodelés par André Le Nôtre. À l'issue du chantier, en 1666, le palais des Tuileries n'a plus grand-chose à voir avec son projet d'origine. Dans l'aile nord, Louis XIV a fait installer ce que l'on appelle la salle des machines. C'est une salle de spectacle permettant des changements de décor. Elle peut accueillir jusqu'à 4000 personnes. Il n'existe alors aucune salle équivalente en Europe. C'est là que sont inventées les expressions côté cour du Louvre et côté jardin des Tuileries, toujours en vigueur pour désigner la gauche et la droite d'une scène de théâtre. On sait que Louis XIV, au début de son règne, à l'époque où le roi était encore jeune, était extrêmement friand de danse, de carrousel, de spectacles. Il faut se souvenir que l'Arc de Triomphe du Carrousel, le pont du Carrousel ou la place du Carrousel, les jardins du Carrousel rappellent un événement, toute une série de festivités pendant lesquelles le roi s'est mis en scène face à la cour dans des cérémonies particulièrement somptueuses. Il est intéressé aussi par le théâtre et on sait que Molière s'est produit devant le roi dans les bâtiments même du Louvre. C'était dans la salle des Cariatides qui occupe le rez-de-chaussée de l'aile Lescaut et le roi s'est montré assez friand des spectacles et des interventions de Molière. Louis XIV va développer une véritable politique artistique en mettant en avant la grande architecture française, le décor, la peinture. Il s'agit de montrer que la France de Louis XIV, la France du roi, est une nation qui a des visées très, très supérieures par rapport à ce que ses frontières, ses simples frontières lui permettraient. Et le roi va vouloir donner à la cour carrée des dimensions beaucoup plus imposantes puisqu'il souhaite faire du Louvre sa résidence principale. L'achèvement du chantier de la cour carrée débute par le doublement en longueur de l'aile sud et la construction de l'aile nord. 3 des côtés de la cour sont alors en place. Reste le 4e côté, l'aile est, d'une importance sans égale, car elle fait face à la ville, au cœur palpitant de Paris, celui qui vit, commerce, crée, se révolte aussi. Ce doit être la nouvelle entrée principale du Louvre. Elle doit attirer tous les regards, et ce qui deviendra par la suite un chef-d'œuvre du classicisme français commence par déclencher une formidable bataille d'architectes. Colbert lance un concours d'où sortent plusieurs projets sans lendemain. Le ministre fait alors appel à de grands maîtres italiens. Le plus célèbre d'entre eux, le cavalier Bernin, est invité par le roi à venir présenter ses projets. Mais l'affaire traîne, Colbert hésite, louvoie, et le Bernin repart pour Rome. Profitant de son départ pour Rome, on va voir se constituer à Paris une véritable cabale menée par un certain nombre d'architectes installés à Paris et qui vont réussir à convaincre les ministres puis le roi que le projet du Bernin est vraiment trop romain dans sa conception et pas assez français. Et finalement, donc c'est une proposition qui va émerger, celle qu'on appelle aujourd'hui la colonnade, du nom de son principal ornement. Cette colonnade est une œuvre de consensus, puisque en fait, elle réunit plusieurs grandes personnalités, comme si au fond, un seul artiste ne pouvait pas suffire à lui seul pour produire une architecture digne de Louis XIV. Et donc, on fait appel, certes, à Louis Levaux, l'architecte, mais on lui ajoute Charles Lebrun, qui est un peintre, mais qui est aussi un spécialiste du grand décor. Et on lui ajoute également un médecin, mais théoricien et amateur d'architecture, Claude Perrault. Et c'est un peu le dialogue entre ces 3 personnalités qui a abouti à cette œuvre exceptionnelle qu'est la colonnade. Le palais reste totalement imbriqué dans la ville, donc on a beaucoup de peine
à le séparer et le Louvre n'arrive pas à se terminer. La colonnade reste en plan parce que le roi n'arrive pas à acheter les terrains voisins. Et il n'a aucun pouvoir pour chasser quelqu'un qui possède sa maison et qui reste s'il veut, tant pis pour le roi. La Révolution a apporté un système radicalement nouveau qui est que la puissance publique peut vous chasser de chez vous si elle décide que l'intérêt public est plus fort que votre intérêt privé. Jusque-là, ça n'existe pas. Donc le roi est bien obligé de supporter ses voisins. Ce serait sans doute caricatural de dire que le roi pouvait serrer la main à ses voisins en la passant par la fenêtre, mais il y a des distances parfois extrêmement réduites qui existaient entre les façades du Louvre et celles des bâtiments voisins. C'est un coup de tonnerre qui met de nouveau le Louvre à terre. Un coup de grâce donné par le roi lui-même. Louis XIV se sent à l'étroit au Louvre, et même dans Paris. Le domaine de Versailles, acquis par son père Louis XIII, lui paraît davantage à la mesure de ses folles ambitions. En 1678, pour ses 40 ans, le roi Soleil annonce le transfert du gouvernement à Versailles, où il a entrepris des travaux pharaoniques. Peu après, il s'y installe définitivement et abandonne un Louvre toujours inachevé. Alors pourquoi n'a-t-il pas quitté Paris plus tôt ? L'explication, c'est sans doute que plus le temps passe et plus le roi prend de l'autonomie, et il prend de l'autonomie également par rapport à Colbert. On comprend que Colbert est partisan du séjour du roi à Paris, alors que le roi, lui, cherche plutôt à être à l'écart. Et donc il va assumer de plus en plus cette position, et du coup ça contribue à l'abandon progressif du chantier du Louvre, dont les travaux se ralentissent très très fortement à partir de 1674 et s'arrêtent quasiment à partir de 1678. Quand on regarde en réalité l'histoire du palais, c'est vrai qu'on se rend compte qu'elle est beaucoup plus complexe encore qu'on ne pourrait le croire. Tout simplement parce que les périodes de construction sont parfois difficiles à définir. Pour toute une série de périodes, on manque de documents d'archives. Un bâtiment qui paraît très très homogène, comme là, par exemple l'aile sud Renaissance du Louvre, dont on sait qu'elle est débutée par Henri II, quand on regarde les monogrammes qui figurent sur la façade, on se rend compte qu'il y a le monogramme d'Henri II, le monogramme de Charles IX, le monogramme très vraisemblablement d'Henri III et le monogramme d'Henri IV. C'est-à-dire qu'une aile toute simple, en réalité, sa construction s'est étalée sans doute sur plusieurs décennies, sans que l'on s'en rende compte à l'heure actuelle. C'est pareil avec les travaux de Louis XIV. Les travaux de Louis XIV, donc il fait doubler en longueur l'aile sud, qui est dotée d'une très très belle façade, s'inspirant des bâtiments Renaissance déjà existants à cette époque-là, sauf que l'aile sud, à peine terminée, au bout de quelques années, eh bien, on va la précéder 10 mètres en avant d'une nouvelle façade, parce qu'on décide de doubler l'aile sud en largeur pour y aménager un nouvel appartement pour le roi. Sauf que cette nouvelle façade ne sera achevée que pratiquement un siècle plus tard, à la veille de la Révolution. Il y a encore des baraquements provisoires installés entre la façade de l'époque Renaissance et la façade Louis XIVienne, tout simplement parce que les cloisonnements horizontaux, les planchers n'ont jamais été posés, la toiture n'a jamais été posée, le bâtiment est resté totalement inachevé. Le départ de la cour pour Versailles crée un vide immense au Louvre. Les appartements du roi vont peu à peu être occupés par les académies, l'Académie royale de peinture et de sculpture, l'Académie française, l'Académie des sciences. À l'intérieur même de la cour carrée fleurissent baraques et ateliers, cabarets et lieux de plaisir. Vous avez des échoppes, vous avez des marchands ambulants qui se trouvent sous les passages de la cour carrée, vous avez des baraques qui sont à l'intérieur de la cour carrée, les quartiers qui ont connu leur heure de gloire sous Henri IV et Louis XIII avec des hôtels particuliers, côté cour, côté jardin, rue Fromenteau, rue Saint-Thomas-du-Louvre, tout cela tombe en ruine plus ou moins, puisque la cour n'est plus là. Tout le monde est parti à Versailles et dans les environs.
En 1699, Louis XIV autorise l'Académie royale de peinture à exposer ses artistes primés dans la Grande Galerie. D'autres suivront. En 1725, la manifestation a lieu pour la première fois dans le Salon carré du Louvre. C'est de là que vient l'utilisation du mot « salon » pour désigner toutes sortes de manifestations. Chaque année a lieu le salon, chaque année des milliers de gens viennent au Louvre pour voir des œuvres d'art et se tenir au courant de l'actualité artistique. Donc ça devient le grand musée d'art contemporain d'Europe au XVIIIe siècle. Parmi les visiteurs les plus assidus du Salon carré, le philosophe Denis Diderot. Ses comptes rendus feront de lui un pionnier de la critique d'art. Une série de grands peintres et sculpteurs du XVIIIe siècle ont eu un atelier et un appartement au Louvre. Alors la plupart du temps installés dans les parties de la cour carrée qui étaient restées inachevées, que l'on va cloisonner à l'extrême à cette époque-là, sans se soucier des dangers d'incendie en particulier. Il y avait des poêles, il y avait des installations qui étaient tout simplement dangereuses pour le bâtiment lui-même. Chardin habitait le Louvre, Fragonard habitait le Louvre, David habitait le Louvre, tous les grands artistes habitaient le Louvre. Ils devaient d'ailleurs se chamailler sérieusement parce que les espaces étaient très réduits. Je préfère ne pas savoir comment ça se passait entre ces dames à l'époque, mais à mon avis, ils avaient de ça. Et puis, donc, si vous voulez, c'était une espèce de fourmilière de gens qui se chipotaient pour 1 mètre carré. Donc, tout ça faisait que le Louvre, c'était un bâtiment abandonné, si j'ose dire, mais squattérisé. Louvre, palais pompeux dont la France sonore, sois digne de Louis, ton maître et ton appui. Sors de l'état honteux où l'univers t'aborde, et dans tout ton éclat, montre-toi comme lui. Voltaire n'est pas le seul à dénoncer l'état d'abandon du Louvre, et les autorités royales finiront par réagir. Les bâtiments de la cour carrée sont enfin mis hors d'eau, et les dernières bâtisses qui encombraient la cour sont détruites. Malgré ces travaux, la polémique enfle. Tandis que le Salon carré continue chaque année d'attirer une foule d'amateurs, de nombreuses voix s'élèvent jusque dans l'entourage du roi pour rendre accessibles au public les collections enfermées dans les cabinets royaux. En 1765, les philosophes des Lumières, Diderot et les encyclopédistes en tête, réclament la transformation du Louvre en musée. Impressionné ou convaincu, le roi Louis XVI soutient le projet. Ce projet, il est à l'origine souhaité par le directeur des bâtiments du roi, le comte d'Angivillers, sous le règne de Louis XVI. Et le comte d'Angivillers aura pour objectif premier de réformer la politique des arts et d'intégrer une dimension que l'on voit apparaître en Europe au milieu du XVIIIe siècle, qui est d'ouvrir les grandes galeries d'art au public. J'ai un petit peu travaillé sur les tableaux de Poussin au XVIIIe siècle. Et on s'aperçoit qu'on ne les voyait pas. Ils étaient à Versailles, pas toujours exposés. Quand ils étaient exposés, c'était dans des salles qui étaient difficiles d'accès pour le visiteur. Par conséquent, devant cette situation, le comte d'Angivillers s'est dit qu'il fallait que ça change. Et c'est lui qui a eu l'idée d'un Louvre que le temps ne lui a pas permis de réaliser et que la Révolution, bien sûr, a réalisé. En 1789, éclate la Révolution française. Le palais devient l'épicentre du nouveau pouvoir révolutionnaire. Le 6 mai 1791, le Muséum central des arts de la République est créé par décret. Le 10 août 1792, les Parisiens en armes envahissent les abords du Louvre et des Tuileries. C'est une journée sanglante qui se conclut par l'inconcevable, l'abolition de la monarchie. Un an après, jour pour jour, le Muséum est inauguré dans la Grande Galerie.
prétention à l'universalité, elle est née ici, au XVIIIe siècle, hein, dans ce projet fou, qui est un projet des Lumières, de rassembler, au-delà des identités nationales, des œuvres, donc d'abord pour servir à la formation des artistes, hein, c'était l'objectif premier de ce muséum, tel qu'il est pensé avant la Révolution, et ensuite, avec un projet révolutionnaire très très construit, qui est d'arracher à la tyrannie les œuvres qui étaient, comme on le disait dans le vocabulaire de l'époque, uniquement pour des privilégiés, pour le donner donc au peuple avec une vraie vocation, hein, d'éducation. C'est finalement la prétention parfois de la France, hein, donc à parler non pas au nom du monde, mais pour le monde, tout en étant français. Avec l'ouverture du musée en 1793, le destin du palais bascule une nouvelle fois. Après le temps des métamorphoses, le Louvre s'apprête à vivre le temps des révolutions.